Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Après un long silence, nous allons reprendre nos modules et aujourd'hui, on va parler de la pasteurose. Donc, la pasteurose fait partie du lot des pathologies des ruminants qui doivent être gardés à l'esprit au même titre que la peste bovine, la peste des petits ruminants, la péripneumonie contagieuse bovine, le charbon bactérien et le charbon symptomatique. Donc, ce qui m'a motivé à faire ce module, c'est surtout l'arrêté qui vient d'être pris par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage portant le numéro 012 en date du 15 janvier 2026, portant ouverture de la campagne de la vaccination du cheptel édition 2025-2026 contre la péripneumonie contagieuse bovine, la peste des petits ruminants et la pasteurose. Donc c'est surtout cela. Donc nous avons jugé utile de faire un rappel afin que les vétérinaires, en particulier les SVPP qui sont sur le terrain, puissent avoir une vue claire de la pathologie, mais aussi et surtout que cela puisse servir de guide pour les éleveurs. Donc je vous propose le plan classique d'une pathologie infectieuse. C'est ainsi qu'on commencera par une définition, puis l'étiologie, l'épidémiologie, la pathogénie, la clinique, le diagnostic, le traitement, la prévention et tout naturellement on finira par une conclusion. Et sur la photo, nous voyons que les services vétérinaires sont en train de faire la vaccination avec le vaccin. Donc en définition, je dirais que la pasteurose bovine est aussi appelée septicémie hémorragique. Elle est aussi appelée la fièvre du transport. Et enfin, il faut dire que c'est une pathologie qui est observée dans nos pays sahéliens, particulièrement en saison pluvieuse. C'est une maladie infectieuse, contagieuse, inoculable, causée par Pasteurella multocida de la famille des Parvobacteriaceae. Elle est commensale des voies respiratoires, des voies digestives et des voies génitales des femelles, des mammifères autant pour moi. Elle est particulièrement redoutable dans des régions comme le Niger à raison de sa forte mortalité et de son impact économique. Donc, c'est une pathologie qui peut affecter aussi bien les bovins, les ovins, les caprins et même les camélins. Elle se manifeste le plus souvent de manière aiguë avec une forte fièvre dépassant fréquemment les 40 degrés Celsius, des troubles respiratoires qui se manifestent sous forme de toux, de difficultés à respirer et un jetage purulent. Des signes généraux tels que de l'abattement, une perte de l'appétit et parfois une diarrhée profuse. Et enfin, la mort qui est subite, particulièrement dans les formes foudroyantes. Il faut dire que la pasteurose est appelée en Hausa Hawanjini, qui est différent de Bougonjini, car Bougonjini c'est le charbon, et on dit Bougonjini pour manifester l'aspect foudroyant de cette pathologie qui est le charbon bactérien et qui se traduit par une mort subite, particulièrement chez les sujets en bon point. En germain, on l'appelle Gandegandadori pour la simple raison qu'on observe des tuméfactions, particulièrement au niveau du sternum et aussi des ganglions qui sont très réactionnels. Nos parents peuvent l'appeler Kurfa, deux fois Fafa, Mémol et Bordondil, selon que nous soyons à Dakoro ou que nous soyons à Saï ou que nous soyons dans les régions telles que Toda où on peut rencontrer des peuples. Quant aux parents Touareg, en Tamashek, ils l'appellent Chintura ou Turut ou Yilma ou Ezni. En français, on l'appelle surtout la septicémie hémorragique des bovins ou la pasteurose. Parlons à présent de l'étiologie, il faut dire que le germe Pasteurella comprend 5 espèces, donc Pasteurella miltocida ou septica. Donc miltocida ou septica, c'est la même chose. Il y a Hemolytica, Pneumotropica, Gallinarum,
aérogénèse et uréa. Toujours d'un point de vue des agents étiologiques, il faut dire que Pasteurella miltocida ou septica est l'espèce la plus pathogène. Elle comprend, d'après l'antigène K, 4 espèces, à savoir l'espèce A, l'espèce B, l'espèce C et l'espèce D. Et enfin, selon l'antigène somatique, on peut trouver jusqu'à 12 sérotypes. C'est ainsi que au niveau de la sous-espèce A, on peut trouver le sérotype 1, 3, 5, 7, 8 et 9. Au niveau de la sous-espèce B, on peut trouver le sérotype 11. Au niveau de la sous-espèce D, on peut trouver les sérotypes 2, 4, 12. Et enfin, au niveau de la sous-espèce E, on peut trouver le sérotype 6. Les Pasteurella sont des parasites obligatoires du rhinopharynx des vertébrés et ne survivent que quelques temps dans le milieu extérieur. Ça veut dire qu'ils sont très fragiles. Les Pasteurella sont des bactéries gram-négatives, non sporulées, capsulées, immobiles, anaérobie facultatif, non exigeantes, qui se présentent sous forme de petites colonies, sous forme de gouttelettes rosées d'opalescence blanchâtre. Il faut dire que ce sont des bactéries opportunistes qui profitent de certains stress, en particulier le transport des animaux, la saison pluvieuse, autrement dit le climat, les intempéries, qui sont des facteurs favorisants. Il faut dire aussi que certaines pathologies, autrement dit des infections telles que celles dues au virus IBR ou le virus BRSV, affaiblissent l'organisme des sujets, en particulier les muqueuses, puis le stress permet aux pastorelles de franchir la muqueuse, autrement dit de passer à la phase invasive. Donc on peut dire que ceci est comparable à la méningite chez l'homme où les méningocoques sont dans les voies respiratoires et pendant la saison sèche où il fait chaud, les muqueuses se dessèchent, elles deviennent fragiles et en ce moment la forme invasive commence et la maladie est déclenchée. Il faut dire que le transport, ou plutôt la transmission se fait par aérosol lors des toux. Et comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Là, nous avons Pasteurella miltocida. Et là, nous avons une gelose au sang, donc un milieu de culture, et nous voyons les colonies de Pasteurella miltocida. Eh bien là, en microscopie, donc nous avons ici Manihemia hemolytica. Et là aussi, sur une gelose au sang. En ce qui concerne l'épidémiologie, il faut dire que la transmission de la maladie se fait par plusieurs voies. Elle peut se faire par voie respiratoire, par voie conjonctivale, par voie digestive et enfin par voie cutanée. En ce qui concerne la voie respiratoire, il faut dire que c'est la voie la plus courante car les bactéries sont très fragiles dans le milieu extérieur. C'est ainsi que cette contamination s'effectue par inhalation des gouttelettes émises par la toux ou lors de l'expiration des sujets qui sont malades ou bien des porteurs de la maladie. Et c'est ainsi qu'ils vont contaminer des sujets qui sont sains. En ce qui concerne la transmission par la voie conjonctivale, elle s'effectue lors de la projection des produits pathogènes qui peuvent être des gouttelettes chargées de bactéries lors de toux ou de l'expiration. Et ces gouttelettes vont être en contact avec la muqueuse, qui peut être la muqueuse conjonctivale, pituitaire ou buccale et contaminer les sujets sains. En ce qui concerne la voie digestive, il faut dire qu'après l'ingestion des aliments ou d'eau contaminés par des matières virulentes, le sujet peut être contaminé. Et enfin, la voie cutanée, la maladie est transmise par des piqûres des insectes et des aiguilles ou bien lors des dépôts de bactéries par des mouches sur des lésions ou sur des blessures de la peau. Il faut dire que les facteurs favorisants sont surtout la saison pluvieuse, en ce qui concerne notre zone, ici dans la zone sahélienne. En Europe, la pathologie est observée surtout après le transport des anémies, c'est pour cela qu'on l'appelle la fièvre de transport. Mais il faut dire aussi que
en Europe, à cause du froid, les animaux sont obligés de vivre dans les étables et de fois, la gestion de la promiscuité ou bien la gestion des effectifs fait en sorte que la maladie se transmet beaucoup plus rapidement à cause de la promiscuité, mais aussi à cause du froid, car les animaux, en essayant de combattre le froid, sont obligés de rester côte à côte, serrés, ce qui favorise la transmission de la maladie. Pour ce qui est de la pathogénie, il existe deux mécanismes pathogéniques. Le premier, c'est lors de l'inhalation des bactéries. Elles vont atteindre les bronches, les lobes ventraux et provoquent l'hépatisation. Et après, elles vont gagner les plèvres pour provoquer la pleurésie. Le deuxième mécanisme, c'est lors de l'ingestion ou bien lors de la transmission par la peau ou par les muqueuses pituitaires ou oculaires. Dans ce cas, la pénétration des bactéries nécessite des lésions. Dans un premier instant, elles vont gagner le sang pour provoquer une septicémie et puis le sang sera le véhicule pour conduire ces bactéries vers les poumons et provoquer la pneumonie. Parlons à présent de la clinique de la maladie. Il faut dire que la maladie se manifeste sous deux formes. Un, la forme septicémique et deux, la forme pneumonique. Qu'en est-il de la forme septicémique? Celle qui a valu à la maladie le nom de septicémie hémorragique. Cette forme, elle est causée surtout par Pasteurella miltosida B et parfois par Pasteurella miltosida D. Elle est issue d'une contamination surtout par voie digestive. Donc cette forme, elle est caractérisée, par une hyperthermie pouvant aller de 40 jusqu'à 42 degrés, une salivation profuse, des pétéchies sous les muqueuses, d'où le nom de septicémie hémorragique. L'animal est abattu, des tubéfactions chaudes et douloureuses sous la peau, au niveau de la gorge, au niveau du fanion, au niveau du sternum et deux fois au niveau du périnée. Il faut faire très attention ici avec le charbon symptomatique. Mais il faut dire aussi qu'on observe une dyspnée intense due au gonflement au niveau de la gorge et deux fois des signes de pneumonie. En ce qui concerne les lésions, à l'autopsie, on observe la présence d'œdème au niveau des poumons et au niveau des ganglions lymphatiques. On observe des pétéchies généralisées, particulièrement sous la séreuse, et enfin des lésions pulmonaires et exceptionnellement une gastroentérite. Qu'en est-il de la deuxième forme qui est la forme pastéurique? Elle est causée par Pasteurella miltosida A et Pasteurella hemolytica. Cette forme est la moins courante, mais par contre elle est la plus courante chez les bovins. Elle apparaît le plus souvent sous forme secondaire suite à des infections virales. Autrement dit, le plus souvent elle apparaît sous forme de surinfection. Elle se manifeste par une hyperthermie, un abattement, de l'anorexie, une dyspnée, une toux, des écoulements mucopurulents, une bronchopneumonie, de la pleurésie, une diarrhée, une polypnée et enfin la mort survient le plus souvent environ 3 semaines en absence de tout traitement. Pour ce qui est des lésions, à l'autopsie on peut observer l'hépatisation intense des poumons, le tiers du poumon peut être atteint et enfin l'accumulation d'exudats sérofibrineux entre les lobes. Comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Là, nous avons des signes caractéristiques d'atteinte pulmonaire avec un jetage mucopurulent. Pour ce qui est du diagnostic, il faut dire que le diagnostic clinique est difficile à cause des signes cliniques qui ne sont pas pathognomoniques. Il faut faire un diagnostic différentiel avec la péripneumonie contagieuse bovine, avec la peste bovine. Toutefois, dans le cas de la peste bovine, il y a le catarrhe qui est abondant et il y a surtout la forte mortalité. Comme on dit, catarrhal, c'est viral. Le diagnostic de confirmation biologique se fait grâce au MALDI-TOF. Ça peut se faire aussi grâce à la real-time PCR qui permet de mettre en évidence les sérotypes. On peut utiliser aussi du sérotypage par agglutination qui est de plus en plus abandonné. Et il faut dire qu'il est très important de faire un antibiogramme afin de connaître la sensibilité des souches pour
faire un bon choix d'antibiotiques. Le traitement, il faut dire que pour ce qui concerne le traitement doit être précoce. Cette précocité est indispensable pour espérer une guérison. Et dans ce cas, les antibiotiques les plus indiqués sont la pénicilline ou l'amoxicilline. Il faut ajouter à cela des anti-inflammatoires pour réduire les lésions pulmonaires et surtout combattre la fièvre. Il est crucial de faire appel rapidement à un vétérinaire pour isoler les animaux malades et traiter le reste du troupeau de manière préventive. Si l'animal est déjà malade, chaque heure compte. Donc, l'antibiothérapie doit être rapide. L'usage des molécules telles que la ceftiofur ou la tulathromycine est efficace car elle se concentre de façon spécifique au niveau des tissus pulmonaires. Il faut aussi gérer l'inflammation avec l'administration des anti-inflammatoires non stéroïdiens comme flunixime, méglumine, qui est capable de stopper la destruction des tissus pulmonaires. Il est important aussi de réhydrater les sujets en leur donnant de l'eau ou en les perfusant afin d'éviter le choc septique. Là, nous avons du Clamoxyl, la forme longue action. Là, nous avons la pénicilline, 1 million, qui peut être utilisée dans le cadre de la prise en charge. Là, nous avons ceftiofur injectable. Et là, nous avons tulathromycine injectable. Pour ce qui est de la prévention, il y a la prévention sanitaire. Dans ce cas, c'est surtout des mesures hygiéniques pour limiter les facteurs favorisant, en particulier les stress. Donc, pendant la saison des pluies, particulièrement dans nos régions, il faut éviter que les sujets soient exposés à de fortes pluies. Il faut qu'ils soient sous le hangar. Lors des transports, particulièrement en Europe, lorsqu'il fait froid, la poussière, la promiscuité dans les étables, la concentration des sujets, tout ceci doit être évité pour éviter l'émergence de la maladie. S'il y a un sujet qui est malade, tout animal acheté doit être mis en quarantaine pendant au moins 15 jours. Il faut aussi vacciner le sujet avant son intégration dans le cheptel. Il faut ventiler les étables qui sont fermées en Europe. Il faut éviter l'accumulation de l'ammoniac qui peut traumatiser et affecter les muqueuses pulmonaires. Et il faut une bonne circulation de l'air pour réduire drastiquement les cas. Il faut éviter le surnombre dans les étables, éviter la promiscuité, ce qui facilite la contamination. En ce qui concerne la prophylaxie médicale, il faut dire que la vaccination est le moyen le plus efficace. Elle nécessite souvent une primo-vaccination suivie d'un rappel annuel tous les 8 à 10 mois. La vaccination est la clé de voûte de la protection. En ce qui concerne les différents types de vaccins qu'on peut trouver sur le marché, il faut dire qu'il existe plusieurs types de vaccins, en particulier des vaccins bivalents qui protègent aussi bien contre Pasteurella mitocida que Pasteurella hemolytica. Pour ce qui est du calendrier, la vaccination recommandée, c'est 1. Chez les jeunes bovins, faire une première injection à 3 mois, faire un rappel 3 à 4 semaines après la première dose et enfin faire un rappel tous les ans. Pour ce qui est des vaccins, il faut les conserver au frais entre 2 et 8 degrés Celsius et respecter la chaîne de froid au risque de perdre l'efficacité de vos vaccins. Là, nous avons le vaccin qu'on retrouve ici au Niger, Pastobov, qui est une anaculture de Pasteurella miltocida de type E, qui est obtenue par biofermentation, ensuite qui est inactivée par le formol, vieilli à 37 degrés et à laquelle on a ajouté un adjuvant qui est de l'alun de potassium. Donc, il s'agit d'un vaccin liquide, conditionné en flacon plastique de 50 doses et on administre 2 cc par sujet.
Et comme je le disais tantôt, il faut le conserver au frais. On peut l'utiliser pendant au moins 2 ans et peut assurer une protection d'au moins 6 mois. D'où la nécessité de faire au moins 2 injections par an. Là, c'est la campagne de vaccination. Nous voyons les animaux dans le couloir de contention. Là, ce sont les confrères qui sont en train de faire la vaccination. Et là, c'est le fameux travail sur le terrain lorsqu'il n'y a pas de couloir de contention, ce qui est vraiment de la galère. Donc, courage à nos SVPP qui se battent pour le bien-être des Nigériens. En effet, dans toute communauté, il y a ceux qui restent éveillés afin que d'autres dorment mieux. En conclusion, je dirais que la pasteurellose est une maladie infectieuse grave causée principalement par Pasteurella miltosida. Le transport et la saison pluvieuse sont les facteurs favorisants. La vaccination est la meilleure stratégie de prévention, même s'il y a des antibiotiques actifs contre les germes qui sont responsables de cette pathologie. Eh bien, chers confrères, voilà ce que j'ai bien voulu partager avec vous dans le cadre de ce rappel sur la pasteurellose. Et je vous dis au revoir et à la prochaine fois. N'hésitez pas de partager. Nous constituons une communauté de science, car comme je l'ai dit, j'ai la ferme conviction que c'est par la science, c'est par le transfert de technologies que nous allons changer l'Afrique, que nous allons faire en sorte qu'il y ait une vallée de connaissances qui va changer radicalement le revenu de la population et leur permettre de vivre dans des meilleures conditions. Je ne terminerai pas sans dire merci à notre cher maître, le professeur Ayayi Akakpo et professeur Rihanna Alambiji, qui nous ont accompagnés lors de notre formation en pathologie infectieuse.